Bonjour à tous, poésie dans mon garage numéro 3. Alors aujourd'hui on va étudier Arthur Rimbaud, le dormeur du Val. Alors vous voyez, il est plutôt jeune, Arthur Rimbaud, quand il écrit ses poèmes. Figurez-vous qu'il a écrit tous ses poèmes entre 15 et 20 ans. À 20 ans, il a renoncé à la poésie et il n'a plus jamais écrit de poèmes. Entre 15 et 20 ans. C'est donc un poète adolescent. Et le poème qu'on va étudier aujourd'hui, qui s'appelle Le dormeur du Val, il l'a écrit en 1870, il est daté. À la fin du poème, c'est écrit octobre 1870. Ce poème, il l'a écrit donc quand il avait 16 ans. Il avait 16 ans, et Arthur Rimbaud, c'était un adolescent ingérable. Bon élève à l'école, mais ingérable. Il supportait pas, il tenait pas en place, comme on dit. Il adorait la liberté, il avait besoin en permanence de s'enfuir, de fuir, de fuguer. Et d'ailleurs, au moment où il écrit ce poème, il est en fugue. Il est parti de sa ville, Charleville-Mézières, qui est dans le nord-est de la France, le Grand Est, dont on parle beaucoup en ce moment. Il est parti de Charleville-Mézières pour aller jusqu'à Paris. Et à Paris, il s'est fait arrêter pour vagabondage, parce qu'à l'époque, on rigole pas. Avec ses histoires, il est arrêté et il est mis en prison. Et c'est son prof, Georges Isambard, qui est allé le récupérer à la prison, qui l'a fait sortir, qui l'a récupéré chez lui et qui l'a rendu à sa maman, la mère d'Arthur Rimbaud. Alors aujourd'hui, on va étudier Le dormeur du Val. Ce poème, Le dormeur du Val, c'est un poème ultra célèbre. C'est le poème français le plus téléchargé sur Internet, à égalité avec Demain dès l'aube de Victor Hugo qu'on a déjà lu et étudié. Alors, Le dormeur du Val, il est autant lu. S'il est autant lu, c'est parce que c'est un chef-d'œuvre, on peut le dire. C'est un poème exceptionnel et on va essayer de comprendre pourquoi. Ça va nous faire progresser en analyse de la poésie, mais vous allez voir, comme d'habitude, si on ne comprend pas tout, c'est pas grave. On n'est pas obligé de comprendre tout de suite en poésie. Faut se donner du temps. Et progressivement, on va voir pourquoi c'est intéressant. Pourquoi, pour certaines personnes, la poésie, c'est presque quelque chose de vital. Le dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Octobre 1870. Alors, on va s'arrêter quelques minutes sur ce poème. On ne va pas pouvoir tout expliquer, il y aurait énormément de choses à dire, et d'ailleurs, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ce poème. Il y a des gens qui font des études à l'université, qui réfléchissent à tout ce qu'il peut y avoir à dire dans ce qui est renfermé dans ce poème. Mais on va quand même en dire 2-3 mots, nous, de ce poème. Alors, Le dormeur du Val, souvent on dit que c'est un poème qu'il faut voir comme un tableau, comme le tableau d'un peintre. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense que Le dormeur du Val, faut le voir encore plus que comme un tableau, comme un plan de cinéma. Vous savez, à l'époque, en 1870, le cinéma n'existe pas. Il a été inventé
20 ans plus tard par les frères Lumière, en particulier à Lyon. Mais si ce poème, il est aussi célèbre, je pense que c'est parce qu'il ressemble à une vue de cinéma, avec un effet de zoom. Alors, écoutez bien. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Là, on a un décor qui est en train de se dessiner avec un arrière-plan. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Un trou de verdure, donc un endroit très vert, avec une rivière qu'on entend, qui chante. Tiens, on va s'arrêter là et dire qu'on a là une première figure de style. Une rivière qui chante. Ça s'appelle une personnification. En réalité, une rivière, ça ne chante pas, mais un poète, très fréquemment, il va personnifier des éléments. C'est une façon de rendre imagée son écriture. Et donc là, Rimbaud, il dit que la rivière chante comme une personne. On appelle ça une personnification. Une rivière qui chante, donc, accrochant follement aux herbes des haillons. Et cette rivière, elle accroche aux herbes des haillons. Des haillons, vous savez, c'est des tissus déchirés. On appelle ça des haillons. Des haillons d'argent. Alors elle accroche aux herbes, la rivière accroche aux herbes des tissus d'argent déchirés. Évidemment que ce n'est pas des vrais tissus qu'elle accroche aux herbes, c'est une image. Ça s'appelle une métaphore. Le poète utilise une image, ici les tissus déchirés en argent, pour parler de l'eau qui est projetée, les embruns, l'eau qui est projetée sur les herbes au bord de la rivière et qui ont la couleur de l'argent. Ou le soleil de la montagne fière, tiens, encore une personnification, la montagne elle est fière comme une personne. La montagne fière, lui, le soleil brille. C'est un petit val qui mousse de rayons, et les rayons font de la mousse. Voilà, il a planté le décor, donc on imagine, avec une caméra, ce cadre, ce paysage, avec, à l'arrière-plan, de la verdure, une rivière chantante, beaucoup de lumière, des couleurs, la couleur verte, et de la brillance. Un soldat, tiens, un personnage, un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue. Un soldat, jeune, facile à comprendre, bouche ouverte, facile à comprendre, tête nue, ça veut dire sans casque, sans rien sur la tête. Et la nuque, donc l'arrière de la tête, la nuque, baignant dans le frais cresson bleu. Alors, baignant, on utilise une image là, parce qu'on ne peut pas se baigner dans le frais cresson bleu. Le cresson, c'est une plante, c'est une herbe. On ne peut pas se baigner dans l'herbe. Mais, d'une certaine façon, on peut imaginer que ce soldat, il est allongé dans l'herbe, comme quelqu'un qui se serait allongé sur l'eau, qui ferait la planche. Dort, il dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue. La nue, c'est le ciel. Il est étendu dans l'herbe, sous le ciel, pâle, dans son lit vert, où la lumière pleut. Ah, il est pâle, ce soldat. Tiens, on va retenir cette information pour la suite. Dans son lit vert. Qu'est-ce que c'est que ce lit vert? Tiens, c'est encore une métaphore. Évidemment qu'il n'est pas dans un vrai lit. Il est allongé dans l'herbe et Rimbaud parle d'un lit vert. C'est une image, ça s'appelle une métaphore, cette figure de style, où la lumière pleut. La lumière pleut. Tiens, encore une métaphore, puisque la lumière ne peut pas pleuvoir. Donc il utilise deux métaphores coup sur coup. Les pieds dans les glaïeuls. Alors les glaïeuls, ce sont des fleurs, généralement qui poussent dans les jardins. Mais là, Rimbaud, il met des glaïeuls sauvages aux pieds de ce soldat. Il dort. Vous avez remarqué une anaphore. On a déjà étudié ce procédé. L'anaphore, vous savez, dans un poème, c'est une répétition d'un mot. Là, Rimbaud répète « dort ». Il dort. Il insiste sur le fait qu'il dort, ce soldat. Il dort ou il a l'air de dormir. Souriant comme sourirait un enfant malade.
Alors il sourit, ce soldat, mais comme sourirait un enfant malade. Cette fois, Rimbaud utilise une autre figure de style qui s'appelle la comparaison. Une comparaison, à la différence d'une métaphore, on utilise une préposition qui permet de faire la comparaison. Ici, il utilise le mot comme. Parfois, les poètes utilisent le mot semblable à, etc., etc. Donc là, c'est une comparaison souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Il fait un somme, il dort. Vous voyez, Rimbaud insiste sur le fait qu'il a l'air de dormir, ce soldat. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Alors là, c'est très poétique. Le poète s'adresse directement à la nature. C'est donc réellement une personnification de la nature. La nature est considérée comme une personne. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Alors, vous voyez, on sent une forme de légèreté dans ce vers. On va revoir un procédé qu'on a déjà étudié. Si vous écoutez bien, les parfums ne font pas frissonner sa narine. Dans ce vers, il y a une allitération en F qui produit un effet de légèreté. Il dort dans le soleil, encore l'anaphore, il dort, il répète, dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Donc ce soldat, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Vous voyez, on a commencé comme un plan de cinéma très large sur la nature, ce coin de verdure avec la rivière, avec les fleurs, et puis on s'est approché du soldat. On a cadré sur ce soldat qui est étendu dans l'herbe, on voit les brins d'herbe, etc., etc. Et petit à petit, on arrive sur son visage, ses narines, la main sur sa poitrine, la main sur sa poitrine, et pour finir, tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. Alors, on termine par un effet de zoom sur 2 trous rouges au côté droit. C'est quoi ces 2 trous rouges au côté droit? Évidemment, vous avez deviné, c'est des traces de coups de feu, de balles. Il a reçu 2 balles, ce soldat, et donc il est mort. Et on voit que Rimbaud crée, à la fin de son poème, un effet de surprise. Il a entretenu l'image d'un soldat en train de dormir dans l'herbe, d'où le titre, le dormeur du Val, et il s'avère que ce dormeur du Val, c'est un soldat mort. Alors, ça s'appelle une chute, ce qu'il fait à la fin de son poème, puisqu'en une petite phrase, qui tient même pas sur toute la ligne, tout le vers, en une phrase, il révèle la vérité sur son personnage. Hein, donc on a un effet de chute, un effet de surprise à la fin de ce poème. Alors on va redire, dans ce poème, j'aimerais qu'on retienne bien de l'étude de ce poème, aujourd'hui, simplement comment un poète fait des images. On va retenir que pour faire des images poétiques, le poète peut faire des métaphores. Par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, Pâle dans son lit vert. Le lit vert, c'est une métaphore. Il utilise une autre référence. Il utilise une image pour parler d'une réalité. Le lit vert, il n'existe pas réellement. Il est là pour parler de l'herbe dans laquelle le soldat dort. Ensuite, il peut faire une comparaison. Dans ce cas-là, le poète précise bien les 2 éléments comparés en utilisant un mot outil. Et donc, le plus souvent, c'est le mot comme. Mais ça peut être aussi semblable à, ça peut être tel que, etc. Et donc là, dans le poème, on a une comparaison. Souriant comme sourirait un enfant malade. Souvent, au brevet, on vous demande de repérer une figure de style. Et très fréquemment,
la figure du style qu'on doit repérer, c'est soit une métaphore, soit une comparaison. Pour distinguer une métaphore d'une comparaison, on doit savoir que quand il y a une comparaison, on trouve le petit mot outil comme, ou semblable à, ou pareil à, ou tel que, etc. etc. Si on n'a pas ce mot outil et que directement on écrit la comparaison, et bien dans ces cas-là, c'est une métaphore. Tout à l'heure, vous allez faire un exercice, vous comprendrez sans doute un peu mieux. Dernière figure de style, dernière façon de faire des images en poésie, la personnification, retenez bien ça. Hein, et donc, exemple de personnification, une rivière qui chante. Hein, c'est un trou de verdure où chante une rivière qui chante. On transforme un élément naturel ou un objet en personne. Ici, la rivière chante. Voilà. Dernière chose qu'on étudiera également avec la poésie et qu'on peut voir dans ce poème, c'est l'utilisation des champs lexicaux. Pour faire des poèmes, pour écrire des poèmes, les poètes sont obligés de rassembler énormément de mots d'un même thème ou de choisir des mots qui se rapportent à un même thème. Dans ce poème, on peut remarquer que le poète utilise de nombreux mots du champ lexical de la nature. Verdure, rivière, herbe, soleil, montagne, val, mousse, cresson, herbe de nouveau, glaïeul, nature, etc., etc. Donc le poète utilise de nombreux mots qui se rapportent au thème de la nature. On dit qu'il utilise des termes du champ lexical de la nature. De la même façon, on pourrait remarquer qu'il utilise plusieurs mots du champ lexical du corps. Par exemple, bouche, bouche ouverte, tête nue, nuque, pied, narine, poitrine. On peut remarquer d'ailleurs qu'en utilisant les mots du champ lexical de la nature, il crée l'effet de zoom dont je vous parlais tout à l'heure. Il se rapproche petit à petit de la blessure, qui sont les deux trous rouges au côté droit. Autre chose qu'on pourrait étudier dans ce poème, qu'on pourrait étudier et remarquer dans ce poème, c'est l'utilisation des couleurs. Et Rimbaud est un spécialiste de l'utilisation des couleurs. On voit que dans ce poème, il s'applique strophe après strophe à préciser, à nous faire comme dans un tableau, comme un peintre le ferait, à nous préciser des couleurs, à nous peindre le tableau de son poème. Et donc, il commence par le vert, bien sûr, qui est très présent. Il rajoute ce vert, il devient bleu. Le cresson, l'herbe dont il parle, elle est bleue à un moment. Et il revient sur le vert, et puis il termine son poème avec les deux trous rouges. On imagine donc ce tableau très vert, avec quelques pointes de bleu, de l'argent, de l'or, et les deux points rouges à la fin. Dernière chose sur la forme du poème. Ce poème, il est écrit, vous le voyez, d'ailleurs exactement comme le poème Demain dès l'aube de Victor Hugo, sous la forme d'un sonnet. Alors qu'est-ce qu'un sonnet? Un sonnet, c'est une forme classique en poésie, utilisée par les poètes de la Renaissance en particulier, et que Rimbaud réutilise ici en s'amusant avec, en en bouleversant un peu le rythme. C'est une forme qui est composée de 4 strophes. Les 2 premières strophes sont composées de 4 vers, et les 2 dernières strophes sont composées de 3 vers. Voilà. Alors, quand vous lirez le poème tout à l'heure, puisque je vais vous l'envoyer, vous pourrez vous arrêter sur cette façon d'écrire de la poésie
Et l'avantage du sonnet, vous voyez, c'est que c'est des poèmes très très courts, faciles à retenir, faciles à lire, et qui permettent de faire des petites images très concentrées, comme le dormeur du Val en est un exemple. Voilà. Allez, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais vous laisser regarder les entraînements que nous allons vous envoyer dans la journée. Continuez de bien travailler comme vous le faites. On est vendredi, donc c'est la fin de la semaine. C'est la deuxième semaine de travail à distance pour nous. Alors bravo à tous, bravo pour vos efforts de travail. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Profitez bien de votre week-end pour respirer à la fenêtre, sur le balcon, mais restez à la maison, soyez raisonnables. On est encore en plein dans cette histoire d'épidémie, de coronavirus, et il faut vraiment être prudent. C'est en étant raisonnable qu'on protège nos anciens, et pas que nos anciens d'ailleurs, puisque vous savez qu'il y a aussi des jeunes qui ont été touchés par cette saleté de maladie. Allez, en attendant, profitez bien de la journée. Vous pouvez me poser des questions si vous n'avez pas tout compris dans mes explications. Parfois, c'est pas forcément toujours clair ce que je dis, mais à force d'expliquer, on va y arriver à comprendre la poésie. En tout cas, tous ceux qui m'ont envoyé du travail, je vois que vous apprenez petit à petit des choses, et c'est bien, ça vous servira. Allez, bonne journée à tous, à très vite.